Le livre du jour, j'ai envie de dire, il est en plein dans l'actualité, Farid Abdelkrim. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste? Alors, je vais résumer très rapidement votre parcours. Vous êtes né en 1967 à Nantes. Vous êtes un bon écolier, sans histoire, et alors peut-être perturbé par la mort de votre père. Et à votre adolescence, eh bien, les choses là tournent mal, délinquance, puis vous devenez islamiste. Vous avez été membre de l'UOIF, dont on parle assez souvent, lié aux frères musulmans. Avec le recul, quel facteur déclenchant vous a amené vers l'islamisme? Il y en a plusieurs, mais essentiellement cette idée que quand on part en quête de sens, on n'a pas forcément le sens de la quête elle-même. J'étais, après la mort d'un ami dans le quartier qui s'appelle Redouane, tué d'une balle en plein cœur par un gendarme, traversé par un séisme qui m'a bouleversé, et j'ai essayé de trouver des réponses aux questions que je me posais à ce moment-là. Et le seul endroit où j'ai pu trouver des réponses dans un premier temps, c'était l'islam en tant que religion. Seulement l'islam, c'est avant tout une spiritualité qui nécessite et qui vous demande un cheminement. Sauf que quand on est jeune, on veut que ça aille vite. Et je me suis trouvé, moi, d'entrée de jeu, face à un vide spirituel tel qu'il m'a fallu le remplir par quelque chose. Et je l'ai rempli par un militantisme dans lequel j'ai mis un petit peu tout. La guerre d'Algérie, la colonisation, la mort de Redouane, celle de mon père. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis devenu ce militant qui milite au nom d'une religion qui s'appelle l'islam. Donc ça, c'est un des éléments. Mais ce qui est curieux, je me permets de vous interrompre, c'est que vos deux parents, votre père est décédé, mais vos deux parents étaient musulmans, pratiquants, mais ils étaient dans aucun prosélytisme, ils avaient des traditions françaises, vous fêtiez Noël sans sapin, mais avec les cadeaux. Donc vous aviez un modèle de musulmans, je dirais j'aime pas le mot modéré, parce que c'est comme s'il fallait justifier qu'on soit musulman, de musulmans qui vivaient pleinement et tranquillement leur religion, sans être dans le radicalisme. Alors pourquoi vous y êtes tombé ? Alors je ne sais pas si on peut parler véritablement de radicalisme, puisque l'islamisme dont je parle dans le livre, c'est une approche politisée du religieux qui consiste à faire valoir un certain nombre de revendications en direction d'une communauté, et là en l'occurrence la communauté musulmane que je mets entre guillemets. Mais vous avez raison de signifier que mes parents m'ont éduqué et m'ont transmis des valeurs, non pas verbalement, mais à travers leur comportement. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent dans le cheminement de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la recherche de soi-même. Et c'est parce que j'étais en recherche de moi-même, et puis parce qu'il y avait tout un tas de problèmes, par ailleurs, qu'il ne faut pas nier, l'échec scolaire, le fait qu'il y ait des discriminations qui ont commencé à apparaître, le fait que j'ai commencé à concevoir le monde de manière binaire, nous et les autres, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai cru que je n'étais pas dans mon pays. J'ai cru que la France ne voulait pas de moi. La mort de Redouane a beaucoup joué là-dedans, mais pas seulement. Après, en devenant musulman, on vous fait une espèce de briefing historique en vous disant que l'URSS est en train d'attaquer vos frères afghans, que ensuite les Américains vont attaquer l'Irak et que votre communauté est en train de se faire démanteler, que vous devez être solidaire de cette communauté. Donc, on conçoit ce monde d'un islam contre un Occident qui ne veut pas de cette religion. Donc voilà un petit peu comment les choses se mettent en place petit à petit. Et à l'époque, vous n'avez pas conscience d'être instrumentalisé, notamment par un imam qui mélange toutes les problématiques. Alors lui, il a compté au départ, mais ça a été très rapide. Après, on se prend au jeu. Moi, j'ai joué un rôle pendant des années. J'ai découvert des personnages, le fondateur de la confrérie des frères musulmans, Hassan al-Banna, mais avant lui, il y avait Al Pacino. Vous allez me dire quel rapport? Il n'y en a pas Al Pacino, c'est-à-dire Antonio Montana dans Scarface, qui sont tous les deux des personnages qui me fascinent parce que je suis gamin, parce que j'ai besoin d'être fasciné, et j'ai tellement besoin d'être fasciné qu'en plus, par-dessus le marché, je suis quelqu'un qui est bourré de complexes. Donc, on se retrouve comme ça dans une sorte de rôle qu'on est en train d'interpréter. L'homme à abattre, c'est moi maintenant. Sauf qu'on n'en a ni les moyens, ni le courage en réalité. Et est-ce que vous vous dites que si votre histoire, vous étiez arrivé maintenant avec ces rencontres d'imams, ces prédicateurs, vous auriez pu vous retrouver en ce moment en Syrie, faire le djihad? Alors, j'écris dans le livre qu'à un moment donné, j'ai caressé effectivement le projet secrètement de partir en Afghanistan. Oui, c'était l'Afghanistan à l'époque, parce que c'était il y a une vingtaine d'années effectivement, en amont. Parce que je me disais que mes frères et mes sœurs se font massacrer, laminer par l'URSS. J'ai caressé ce souhait, cette envie, parce qu'il y a une tradition prophétique, une parole attribuée au prophète, qui dit que celui qui ne se soucie pas de l'état de la communauté musulmane n'en fait pas partie. Donc une tradition culpabilisante d'une certaine manière. Donc, si c'était arrivé maintenant, évidemment,
peut-être que je serais parti. Sauf qu'à l'époque, moi, je le caressais secrètement, mais j'en avais pas du tout le courage. C'était plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas Internet pour en rajouter des tonnes et des tonnes. C'était pas facile d'accès. Est-ce que vous considérez que les Français qui sont d'origine maghrébine sont des proies plus faciles pour les islamistes radicaux? Ce qui m'a étonné, c'est qu'au début, vous avez ce cadre familial très solide avant la mort de votre père, et vous n'avez pas de problème d'identité. Vous dites, je suis français en France, je suis algérien en Algérie, et puis la mort de votre père va vous bouleverser, et ça va être aussi un élément déclencheur de votre basculement vers l'islamisme. Est-ce que vous considérez que finalement c'est un ressort utilisé par les islamistes pour entraîner des jeunes? Moi, je pense qu'il faut insister sur un point. Vous avez parlé de la famille. Moi, ce qui m'a permis de ne pas sombrer, c'est ma famille. J'ai une mère qui, malgré le décès de mon père, a tenu bon. Elle s'est battue. Elle s'est battue, elle m'a battu. Donc, d'une certaine manière, elle ne s'est pas ménagée à ce niveau-là parce qu'elle ne voulait pas que son fils sombre. La famille, c'est extrêmement important. Et là où il y a effectivement possibilité de se voir entrer dans un processus de radicalisation, c'est notamment quand la famille ne joue pas son rôle. Quand le père, par exemple, en tant qu'autorité, ne joue pas son rôle ou n'est plus en capacité de le jouer. Ici, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une constatation, en tout cas une observation. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que ça, c'est un élément important. Et puis, par ailleurs, à côté, il ne faut pas nier tous les problèmes liés à la fameuse intégration des jeunes issus de l'immigration ici maghrébine, mais Koulibaly n'est pas un gamin issu de l'immigration maghrébine. Alors justement, vous parlez de la relation franco-algérienne. À l'occasion de la visite de François Hollande en Algérie, il y a une semaine ou une dizaine de jours, on a fait une émission avec des auteurs qui s'intéressaient aux relations franco-algériennes. Et il y avait plusieurs chapitres sur ces enfants nés en France, donc avec la nationalité française, parfois la double nationalité, et qui... C'est un livre très documenté, très bien fouillé. En fait, ne savaient pas quelle était leur vraie nationalité. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors je pense qu'il y a un vrai problème d'identité, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'islam. L'islam est pour beaucoup devenu une espèce de bouclier identitaire, c'est-à-dire faute de se sentir véritablement et pleinement français, on va essayer de se construire, de se fabriquer une identité. Et ce point-là, j'aimerais juste dire que c'est un point plutôt positif que quelqu'un qui essaie de se construire. Seulement les informations venant d'ici et là font qu'à un moment donné, on a du mal à y voir clair. On va vous dire, non, tu ne peux pas être français si tu es musulman. Si tu es musulman, tu dois quitter la France, parce que la France est un pays de mécréants et tu ne peux pas y pratiquer ta religion comme il faut. Et donc vous verrez des jeunes, par exemple, issus de l'immigration algérienne, beaucoup plus attachés au drapeau algérien, en tout cas en théorie, mais qui sont de véritables Français. Il n'y a qu'à les voir quand ils partent en Algérie en vacances. Ils râlent comme les Français, ils ne supportent pas qu'un train arrive en retard, alors que c'est la règle là-bas. Mais quand on a fait cette émission, on a revu ces images du match de football, France-Algérie de 2001. C'était des jeunes Français, mais qui envahissaient le terrain, qui sifflaient la Marseillaise avec le drapeau algérien. Et là, on se dit, bon... Qu'est-ce qui se passe ? D'où la nécessité de clarifier les choses. On vit dans un pays dont il faut être capable de parler comme il faut, en tout cas utiliser les moyens d'en parler à ceux qui ne comprendraient pas forcément où nous sommes. La France est une république laïque. Le fait d'avoir des origines, qu'elles soient algériennes, marocaines, tunisiennes ou turques, ne change rien à cela. Le fait que l'on soit musulman également. Moi, dans le livre, il y a un chapitre que j'ai intitulé « Incompatibilité », c'est-à-dire incompatibilité entre la France et l'islam. C'est ce que j'ai cru pendant des années. Or, il est pour moi incontestable de dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a juste la nécessité d'expliciter clairement les choses, ce qu'est la France, ce qu'est la religion musulmane, c'est-à-dire une religion capable de s'adapter dans le contexte dans lequel elle se trouve. Et le contexte, en l'occurrence, c'est la France, une république laïque qui ne reconnaît aucune religion, qui ne reconnaît aucune communauté. Donc il serait peut-être bien également, si vous me permettez cette parenthèse, qu'on arrête de vouloir nous imposer, à nous qui sommes issus de l'immigration et qui prétendons être des musulmans, nous imposer des représentants de substitution à travers des conseils ou des... Eh bien justement, vous avez fait brièvement partie du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Quel est votre regard sur ces gouvernements successifs, de gauche et de droite, qui veulent organiser l'islam ? Alors, il me semble que la France aujourd'hui est face à un problème, c'est-à-dire que l'islam pose problème en termes d'organisation. Donc, ils sont dans leur rôle d'essayer de faciliter l'organisation de cette religion. Sauf que moi, il me semble qu'on ne pose pas la bonne question. Ce qu'il faut, ce n'est pas représenter les musulmans, c'est servir le culte. Et il y a une grande différence entre les deux. Je l'ai dit sur ce plateau, je ne reconnais qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. En dehors de cela,
je n'ai pas besoin d'avoir de représentants de quelque origine que ce soit, ou représentant quelque consulat ou quelque ambassade que ce soit. Après, servir le culte, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper de manière très claire d'une chose qui s'appelle la religion musulmane ou islamique, on l'appelle comme on veut, et ne pas aller au-delà. Parce que vouloir prétendre qu'il y a en France une communauté, quand moi je pense une communauté musulmane, quand moi je pense qu'il y a des populations qui se disent musulmanes, c'est une erreur. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il faut former des imams pour éviter qu'ils soient proposés ou envoyés par des pays islamistes? Alors moi j'ai des propositions très claires par rapport à cela. Je suis en train de terminer la rédaction d'un ouvrage. Il me semble que les imams de demain qui feront l'islam français, c'est-à-dire une religion qui ne posera plus de problème au niveau identitaire chez un certain nombre de jeunes, bien, il faut que ce soit une religion qui soit incarnée par des religieux, qui ne s'occupent que de religion et pas de politique, et qui le font en incarnant donc cet islam français à travers la langue, à travers la connaissance du droit, de l'histoire, de la culture de notre pays. La langue française aussi, parce qu'on sait que de la langue française, parce qu'on sait qu'il y en a qui ne parlent pas français, enfin des imams qui viennent de l'étranger. Ou qui parlent le français comme des vaches espagnoles. et c'est problématique, effectivement. Un dernier mot sur l'UEIF. Donc vous êtes passé par l'UEIF, l'organisation qui est liée aux frères musulmans, vous l'avez quitté. Comment qualifiez-vous l'organisation ? Aujourd'hui, je qualifierais l'UEIF comme étant une structure qui a perdu, ou en tout cas qui a loupé tout un tas de rendez-vous, qui aurait pu faire de bonnes choses, mais qui aujourd'hui est une petite association pour moi. C'est de cette manière que je la décris, une association moribonde, où il y a encore, à l'intérieur de cette structure, de mon point de vue, des gens qui se sont mis dans la posture d'entrepreneurs politiques, qui font valoir leurs intérêts personnels plus que les intérêts communs. Pour le dire simplement, il y a des gens qui, au départ, peut-être souhaitaient servir Dieu et qui finissent par se servir de lui, et qui voulaient servir les hommes et qui finissent par se servir des hommes. Et ça, c'est problématique. C'est pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, je n'ai pas cessé d'être musulman, et c'est pourquoi je suis devenu humoriste, pour en parler de manière beaucoup plus détendue. Je vous déclare la paix, le chemin de la gare, ce sont quelques pièces, on peut vous voir sur scène. Un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui sont dans un mal-être et qui sont tentés par un discours djihadiste qui leur donne l'impression d'exister, d'être quelqu'un? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je ne leur dirais pas grand-chose. J'essaierai de faire des choses avec eux. Et je pense que plutôt que de leur dire, il faut leur faire dire. Il faut essayer de les amener à causer et à parler de ce qui peuvent leur apparaître être des évidences. Pour vous donner un exemple très rapidement, parce que je sais qu'on est pris par le temps. Un jour, un jeune me dit que la musique est interdite en islam. Et je lui dis, mais qui l'a interdit? Il me dit, c'est Dieu. Et je lui dis, peux-tu me parler du Dieu qui interdit ce qui pourrait être beau par ailleurs? Et là, silence. C'est-à-dire qu'il est incapable de me parler du Dieu auquel il prétend vouer son culte. Donc, à un moment donné, c'est bien de pouvoir les faire parler de diverses manières. Moi, j'organise des ateliers théâtre avec des gamins. Et l'idée, c'est de les amener à un moment donné à dire ce qu'ils ont à dire et mettre ça en scène. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un véritable échange et un véritable débat, très humblement. Merci beaucoup. Farid Abdelkrim. Pourquoi j'ai cessé d'être